Des samouraïs mortels aux chevaliers en armure étincelante, voici les duels en 1 contre 1 les plus épiques de toute l'histoire. Commençons par le numéro 9. Lorsque Charles le Bon, le comte de Flandre, fut tragiquement assassiné en 1127, tout ce qu'il connaissait sombra dans le chaos. Les accusations fusaient de toutes parts. La violence et la guerre ont éclaté dans le vide de pouvoir. Ainsi, la scène était prête pour l'un des duels les plus épiques de toute l'histoire. Étant donné qu'un homme qui avait mérité le surnom de Charles le Bon était en réalité très apprécié, les autorités étaient déterminées à faire couler le sang de tous les conspirateurs impliqués dans l'assassinat du comte. Le 11 avril de la même année, l'un des principaux conspirateurs avait été capturé et exécuté à Ypres. Mais ensuite, un autre conspirateur potentiel fut accusé, Guy de Steenwood, un chevalier à la réputation pourtant irréprochable. Guy avait des liens de parenté par mariage avec un conspirateur, ce qui suffisait à éveiller les soupçons sur lui. L'un de ses principaux accusateurs, un autre chevalier nommé Herman de Fer, portait une accusation équivalente à une déclaration de guerre. Ils se sont effectivement battus. Un duel officiel fut organisé et les deux hommes montèrent à cheval pour régler leurs différends à l'ancienne. Ils se précipitèrent l'un vers l'autre et Herman de Fer allait comprendre qu'il avait défié un homme dangereux. Les gestes experts de Guy déstabilisaient Herman et le faisaient chuter de cheval. Guy tournait à cheval, observant sa victime tousser et suffoquer au sol, le souffle coupé par l'impact. Chaque fois qu'Herman tentait de se relever, il frappait le dos du chevalier avec sa lance pour le maintenir au sol. Mais ce n'était pas fini, loin de là. Herman profita d'un instant pour dégainer son épée et la plonger dans le ventre du cheval de Guy, éventrant l'animal et projetant Guy en avant dans la poussière. Herman prépara son épée ensanglantée et attendit que Guy se relève et fasse de même pour que leur combat reprenne. L'acier s'entrechoqua contre l'acier alors que le combat faisait rage, les forces de l'épuisement chez les deux hommes luttant contre la volonté brute de survivre. Herman de Fer fut peut-être choqué par la férocité pure de son adversaire, mais aucun des deux combattants n'avait la moindre idée de jusqu'où ce combat allait dégénérer. Leurs lames s'entrechoquèrent jusqu'à l'épuisement, puis, les épées tombées, le combat devint un échange de coups de poing et de pieds. Guy montra sa domination physique en jetant Herman de Fer au sol et en le rouant de coups jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Comme le dirait un chroniqueur de l'époque, Herman de Fer tomba prosterné au sol et Guy se jeta sur lui, frappant la bouche et les yeux du chevalier avec ses gantelets de fer. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Herman de Fer ne soit qu'un amas sanglant, le crâne brisé, la peau fondue et saignant. Coup, coup, coup. Autant que Guy le voyait, Herman n'avait rien d'un homme de fer ce jour-là. Alors que le chevalier crachait du sang, Guy laissa échapper un souffle, baissa sa garde une fraction de seconde, et c'est exactement ce sur quoi Herman de Fer comptait. Il tendit la main, glissant son gantelet de fer sous la cotte de maille protégeant l'aine de Guy. Il attrapa une poignée des testicules de Guy et les serra dans une poigne à broyer les os avant de projeter Guy dans les airs. Le bas du corps de Guy éclata sous la force. C'est exact, Herman de Fer a littéralement ouvert le corps de Guy en le lançant par les testicules. Même si ce n'était pas déjà une blessure mortelle, Guy avait malgré tout perdu ce jugement par combat. Traîné jusqu'à la potence, en saignant abondamment de ce qu'il restait de son aine, on lui a passé une corde au cou avant de le pendre. C'était sans doute l'un des duels en 1 contre 1 les plus sordides de l'histoire de l'humanité. Il n'était plus en érection, puis il a été pendu. Ce n'est pas la seule fois où deux hommes, des épées à la main, et quelques paroles imprudentes ont provoqué un des combats les plus insensés de l'histoire. Numéro 8. L'incident insensé entre Guy de Steenwood et Herman de Fer est loin d'être le seul cas de combat brutal en 1 contre 1 déclenché à cause d'un noble nommé Charles, mais cette fois, ce n'était pas un con. C'était le roi d'Angleterre, Charles Ier, en 1641. Ce serait exagéré de l'appeler le roi le plus aimé d'Angleterre, puisque la guerre civile anglaise, qui commencerait l'année suivante, aboutirait à l'exécution de Charles par Oliver Cromwell et les Puritains. Mais pour un homme de la Renaissance excentrique, nommé Kenelm Digby, c'était bel et bien le roi, et que Dieu vous aide si vous désobéissez à son roi. Digby était connu pour de nombreuses choses. Il était obsédé par l'alchimie et la magie, menant des recherches approfondies sur un concept pseudo-scientifique appelé la poudre de sympathie, qui pouvait être versée sur une arme pour guérir toute blessure causée par cette arme. En plus d'être un apprenti sorcier, il était aussi un escrimeur expert dont les compétences lui ont sauvé la vie et ont mis fin à celle des autres à plusieurs reprises.
Si le noble français Mont la Montlarot avait su tout cela, il n'aurait peut-être pas mal parlé du roi Charles devant lui, au beau milieu d'un banquet. Le chanoine Digby ne pouvait pas tolérer qu'on insulte son monarque bien-aimé et il a défié Mont la Montlarot en duel à mort à la rapière. Le Français, étant lui-même un maître dans l'art de l'épée, décida d'accepter le défi de Digby. Seule l'habileté déterminerait lequel des deux hommes survivrait jusqu'au lendemain. Lorsque leur duel d'escrime commença, leurs compétences semblaient égales. Ils se jaugèrent, sans d'abord déployer toute leur force, en échangeant estocs, parades et esquives, gagnant puis perdant du terrain. Mais à mesure que l'affrontement se poursuivait, le combat gagna en intensité, et Montlarot comprit à quel point Digby avait pris au sérieux l'insulte envers Charles. Peut-être l'aurait-il retiré s'il en avait eu l'occasion sous cette pluie d'épée, mais à ce stade, il était déjà trop tard pour reculer. Lors du 4e échange du combat, Kenelm Digby remarqua une ouverture et s'élança, transperçant la poitrine de la rose par en dessous et forçant la lame vers le haut jusqu'à ce qu'elle ressorte par la gorge du Français. Il retira la lame et Montlarot s'effondra au sol, mort. Digby serait emprisonné par la Chambre des communes pour le meurtre de Montlarot, mais relâché. Son talent à l'épée lui sauverait plus tard la vie lors d'une rixe en Espagne. Certaines personnes attirent vraiment ce genre de choses. Mais parfois, un duel n'est pas quelque chose d'improvisé. C'est peut-être une tradition culturelle vieille de plusieurs siècles, avec des conséquences extrêmement brutales. On dit souvent que le monde serait moins en guerre si ceux qui les déclaraient devaient y combattre eux-mêmes. Mais il existe une ancienne coutume russe qui remet un peu cela en question, le bash-nabash, ce qui signifie 1 contre 1, un mécanisme pour empêcher que les conflits tribaux ne dégénèrent en effusion de sang généralisée. Dans un bash-nabash, au lieu que les forces de Udrujin rivales s'engagent dans une guerre totale, les chefs se rencontraient en combat singulier selon des conditions convenues pour régler leurs différends dans un duel à mort. Il n'y eut pas de bash-nabash plus célèbre que celui qui opposa le prince Mstislav le Brave de Tchernigov et le prince Radezia de Kossogia. Leurs tribus étaient depuis longtemps engagées dans une sorte de guerre prolongée, faite d'attaques et de représailles, qui avait causé tant de morts au fil des années. Les choses ont culminé en 1022 lorsque les forces se sont croisées par hasard lors d'une campagne sur le territoire des Alains. Là, Mstislav et Radezia ont pu discuter. Peut-être pouvaient-ils stopper les horreurs entre leurs peuples par un bash-nabash honorable, où un seul mourrait, permettant aux générations suivantes de vivre. L'accord fut conclu, mais le prince Radezia, une véritable force de la nature, posa une seule condition, que le duel se fasse sans armes. Ils allaient régler cela comme leurs ancêtres, à coups de poing et os brisés. Cela mettait Mstislav en difficulté, car Radezia n'était pas seulement immense, il était aussi réputé pour sa force quasi surhumaine. Pourtant, Mstislav accepta, et les deux hommes enlevèrent leurs chemises. Mstislav fit une prière silencieuse à la Vierge Marie, et le combat commença. Ils s'engagèrent dans l'un des duels les plus violents que les vastes plaines de la Russe aient jamais vus, sous les yeux de leurs deux armées rassemblées. C'était mythique. Mstislav, malgré sa petite taille, se battait férocement, avec des coups qui meurtrissaient la chair et fendaient les côtes. Radezia semblait encaisser les coups de Mstislav, attrapant le prince rival et le jetant contre le sol comme une poupée de chiffon. Mais Mstislav ne s'arrêtait jamais. Les minutes devinrent des heures, tandis que les soldats voyaient leur chef s'affronter tels des ours sauvages. Luttant, brisant, frappant, ils semblaient endurer au-delà des limites de la douleur humaine, de la férocité humaine, mais ils continuaient tout de même à se battre. Alors que Mstislav fatiguait et souffrait de ses blessures, Radezia avait encore beaucoup de force. Si cela continuait ainsi, cela ne pourrait finir que d'une seule façon. Radezia écraserait le crâne de Mstislav contre le sol comme une noix de coco. La seule façon pour Mstislav de renverser la situation serait de briser l'une des règles les plus sacrées de sa culture, l'honneur du duel convenu. Bien que certains détails du récit varient selon les allégeances du narrateur, beaucoup s'accordent à dire que Mstislav a dégainé une dague dissimulée, a jeté Radezia au sol et lui a porté un coup mortel quelque part sur le torse. Les forces kossogiennes étaient mortifiées, et avec la violation de l'accord, il semblait qu'une guerre totale pouvait éclater. Cependant, un massacre fut évité par une intervention inattendue, Radezia lui-même. Par sa mort, il espérait mettre fin à l'effusion de sang entre leurs peuples. Mstislav attribua sa victoire à la Vierge Marie et fit ensuite bâtir une église sur le site de la bataille. Mstislav captura aussi la veuve de Radezia et ses deux enfants, qu'il fit ensuite baptiser dans la foi chrétienne.
L'épique Bash-na-Bash résonnerait pendant 1000 ans dans la culture de la Russe, même aujourd'hui. On peut en dire autant d'un des combats les plus marquants d'un des monarques les plus redoutés d'Écosse. Numéro 6. L'un des moments les plus importants de l'histoire militaire de l'Écosse fut la bataille de Bannockburn. Robert Bruce, roi des Écossais et combattant pour la liberté de son peuple, affronta les forces du roi Édouard II d'Angleterre. L'issue de cette bataille devait déterminer la suite de la guerre d'indépendance écossaise. Elle allait aussi compter l'un des combats singuliers les plus brutaux et les plus violents de l'histoire. Sir Henry de Bohun était l'un des milliers de soldats présents ce jour-là, membre de l'avant-garde de la cavalerie lourde anglaise, monté sur un grand destrier et armé d'une longue lance mortelle. En tant que neveu du comte de Hereford, il incarnait parfaitement le chevalier en armure étincelante. C'était sa première grande bataille, et il espérait y commencer sa carrière légendaire de guerrier. Quoi de mieux pour commencer une telle histoire que de tuer un roi ennemi ? C'est au début de la bataille de Bannockburn que Sir Henry aperçut le roi Robert, monté sur un petit palefroid. Avec une armure minimale et rien d'autre qu'une hache à la main, il était une cible facile. Sir Henry fonça vers le roi Robert, déterminé à le transpercer de sa lance et à mettre fin à la guerre d'indépendance sur le champ. Mais le roi Robert l'a vu arriver et ne comptait pas se laisser faire sans combattre. Après tout, Robert avait plus que ses seules responsabilités de roi à prendre en compte dans cette bataille. Sa famille était en jeu, avec sa femme, ses filles et sa sœur retenues en captivité. Il devait gagner cette bataille s'il voulait avoir l'avantage nécessaire pour forcer l'Angleterre à les libérer, et il n'était pas question pour lui de laisser Sir Henry lui enlever cela. Les deux hommes se sont précipités l'un vers l'autre sur le champ de bataille, sous le regard admiratif des soldats des deux camps. Sir Henry pointa sa lance devant lui, son armure de plate brillante au soleil. Une armure brillante ne gagne pas, seule la vraie habileté compte. Quand Sir Henry s'approcha, le roi Robert esquiva habilement, laissant passer la lance sans risque. L'élan de Sir Henry le poussait toujours en avant, incapable de changer de trajectoire maintenant, exactement comme prévu. Le roi Robert se dressa sur ses étriers, prenant une hauteur impressionnante, leva sa hache, puis l'abattit d'un geste fluide et décisif. Le tranchant de la hache traversa le casque de Sir Henry, fracassa son crâne, fendit son cerveau et coupa sa tête en deux comme un melon. Le roi Robert frappa Sir Henry avec une telle force que le manche de sa hache se brisa, et Sir Henry s'effondra de l'arrière de son cheval sur l'herbe en un tas sanglant. En voyant cela, les Écossais éclatèrent en acclamations euphoriques, sachant que leur roi était un véritable guerrier, les menant à la victoire. Les Anglais, qui considéraient Sir Henry comme une étoile montante de la cavalerie, furent horrifiés et démoralisés. Ils battirent en retraite le lendemain, ce qui aboutit à une victoire décisive des Écossais. Que disait le roi Robert Bruce à ce sujet ? Il était triste d'avoir abîmé le manche de sa hache préférée. Pour remettre les jeunes prétentieux à leur place, c'est-à-dire leur tombe, seul un homme pouvait égaler Robert Bruce. Numéro 5. Quel genre de personne faut-il être pour que le samouraï le plus redoutable de tous les temps vous qualifie de meilleur bretteur qu'il ait jamais affronté ? Il faudrait être le maître du style de l'épée de l'hirondelle. Un homme noble qui aurait pu être chirurgien avec son précieux katana familial, Sasaki Kojiro était considéré comme le seul bretteur capable de terrasser la bête sauvage qu'était Miyamoto Musashi. Musashi était un vétéran qui avait le combat dans le sang. Il avait tué un samouraï confirmé à l'âge de 13 ans sans même utiliser de sabre. Il avait vaincu l'homme grâce à sa force brute et sa taille avant de lui fracasser le crâne avec un morceau de bois. Au fil des décennies, il était devenu un homme sauvage errant à travers le Japon après avoir grandi au cœur des grandes batailles de l'époque. Il cherchait des samouraïs puissants pour tester ses compétences, les battant et humiliant avec son style atypique. Il battait parfois des dojos entiers de samouraïs en formation d'un seul coup pour prouver sa supériorité. Il ne vivait que pour le frisson du combat et du fait de tuer, et la légende disait qu'il se baignait rarement, voire jamais. Il s'approchait dans un vêtement sale, cheveux gras attachés, yeux sombres pétillants de malice, et vous défiait pour ce qui serait sûrement votre dernier duel. C'est exactement ce qui arriva en 1612 lorsqu'il entendit les rumeurs sur la contre-attaque de l'hirondelle créée par Sasaki Kojiro, une technique d'escrime inspirée du mouvement de la queue d'une hirondelle. Miyamoto Musashi trouvait Sasaki intéressant et demanda au seigneur local l'autorisation de le défier en duel.
Après avoir obtenu la permission, tout était en place pour un des duels de samouraïs les plus célèbres de l'histoire. Seul Miyamoto Musashi pouvait prévoir comment cette bataille légendaire entre deux maîtres sabreurs allait se dérouler. Le combat devait avoir lieu à 8 heures le lendemain sur une île proche d'Ogura. Sasaki, respectant son adversaire, s'y rendit avec son entourage et les officiels plusieurs heures à l'avance. Ils attendirent jusqu'à 8 heures. Arriva, mais Musashi était introuvable. Sasaki se sentit insulté, mais peut-être aussi un peu soulagé. Peut-être que Musashi s'était dégonflé, craignant que Sasaki soit celui qui mettrait fin à sa carrière illustre et sanglante. Mais non, Musashi dormait quand ils l'ont trouvé. Ils lui apportèrent un bol d'eau pour qu'il se lave, mais il le but simplement, puis il est descendu péniblement au bateau, encore à moitié endormi. Sur le chemin de l'île, il semblait n'avoir aucun souci. Il utilisa une ficelle en papier pour nouer les manches de son kimono et tailla un bord tranchant sur une rame de rechange avec un couteau. Le batelier a dû penser que Musashi avait perdu la tête, mais il savait exactement ce qu'il faisait. Lorsque le bateau atteignit le rivage, le célèbre démon du sabre sembla s'éveiller en lui. Il sauta du bateau et courut vers Sasaki avant que les officiels ne puissent le réprimander pour son retard. Sasaki dégaina sa lame, confus de voir que son adversaire n'était armé que d'une rame, et Musashi rugit « Tu n'auras plus besoin de ça ». Il est vrai, dans de nombreux arts martiaux, que le guerrier qui frappe le premier est souvent celui qui perd. Il se dévoile trop, offrant à son adversaire l'avantage ultime, l'information. Dans la panique totale de cette scène chaotique, Sasaki fut poussé à frapper le premier, abattant son épée dans ce qui aurait dû être un coup mortel. Mais d'un geste simple, Musashi dévia l'épée de Sasaki avec la rame et concentra toute son énergie dans une seule contre-attaque décisive. Le bord tranchant de la rame atteignit le crâne de Sasaki et le fendit, le tuant sur le coup. Le pionnier de la contre-attaque de l'hirondelle s'effondra devant les officiels stupéfaits, tandis que Musashi fit une révérence avant de partir. À un œil non averti, cela aurait semblé être une mise à mort décisive. Mais Musashi décrira plus tard Sasaki comme l'un des meilleurs adversaires qu'il ait jamais affronté. Des mots doux pour un homme à qui tu as fendu le crâne en deux avec une rame. C'est une chose lorsque deux tueurs professionnels s'affrontent, c'en est une toute autre lorsque ce sont simplement deux hommes ordinaires qui ont été poussés à leurs limites absolues. Numéro 4. Ce ne serait pas une vidéo sur les duels épiques de l'histoire sans une bonne vieille fusillade à l'américaine. Un excellent exemple de cela est ce qui s'est passé à Savannah, en Géorgie, en 1832, lorsque la rancune entre deux habitants a fini dans le sang. Philippe Minnis n'a pas toujours été un homme violent. En fait, il était médecin et héritier d'une vieille famille de Savannah. Il était aussi juif, ce qui irritait un autre habitant nommé James John Stark, membre de la législature de l'État de Géorgie. Pendant des mois, il a été largement rapporté que Stark faisait des remarques antisémites vicieuses sur Minnis dans son dos, bien qu'ironiquement, Stark n'osait jamais les dire en présence directe de Minnis. Il avait toujours des excuses et des regrets à présenter dans ces moments-là. Cependant, le simple fait qu'il ait pu ou non présenter des excuses devint un point d'attention pour Stark. Il nia publiquement avoir jamais présenté d'excuses à Minnis pour tout ce qu'il avait dit sur elle. Cela se retourna contre Stark lorsque Minnis lui écrivit une lettre en juillet 1832 exigeant réparation sous la forme d'un duel. Dans l'ensemble, un duel fut convenu, mais les deux querelleurs de Savannah et leurs témoins, les hommes qui avaient accepté de les assister lors du duel, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les détails. Stark et son témoin, Thomas Wayne, souhaitaient un duel à la carabine, mais Minnis et son témoin, Charles Spalding, affirmèrent que la carabine de Minnis était alors en réparation. Cependant, Stark ne se contenta pas de cette réponse. Lui et Wayne se rendirent seuls sur le lieu du duel, tirèrent un coup de carabine en l'air et déclarèrent le duel gagné. Ils répandirent des rumeurs selon lesquelles Minnis avait abandonné le duel parce qu'il était un lâche. Minnis ne fut évidemment pas ravi en l'apprenant. Les tensions entre les deux continuèrent de s'exacerber jusqu'à leur confrontation ultime dans le bar du City Hotel le 10 août. Là, Minnis accusa Stark d'être un lâche à cause de la façon dont il s'était comporté lors du duel. Certains disent que Stark a tenté de saisir une arme à ce moment-là, d'autres affirment que ce que Minnis a fait n'était pas provoqué, mis à part les paroles cruelles de Stark et des mois de rabaissement et de harcèlement. Mais nous savons avec certitude que Minnis a sorti son arme et tiré dans la poitrine de Stark, le tuant sur le coup. Minnis serait jugé pour meurtre, mais le jury pencherait en sa faveur et rendrait un verdict de non-culpabilité. Le fantôme de Stark est une figure du folklore de Savannah et hanterait encore le City Hotel.
Mais lorsqu'il s'agit de l'endroit où le folklore et la réalité se rencontrent, rien n'arrive à la cheville de la pure folie de notre prochain duel épique en 1 contre 1. Numéro 3. C'est un des événements les plus controversés de l'histoire thaïlandaise. Deux souverains rivaux se sont affrontés sur le dos d'éléphants, sans aucun doute l'un des concepts les plus impressionnants de l'histoire humaine. Aucun historien ne semble s'accorder sur les détails exacts. Il y a eu un incident fou où un historien a été menacé de poursuites pénales pour avoir remis en question ces détails, mais la légende est devenue bien plus grande que n'importe quel détail mineur. L'un des plus grands rêves du prince héritier Ming Mingyi Swa de Birmanie était d'envahir et de conquérir avec succès le Siam, l'actuelle Thaïlande. Il a mené 5 invasions ratées entre 1584 et 1593. Ce fut la dernière de ces 5 invasions qui donna à Ming Mingyi Swa une place éternelle dans la mythologie populaire thaïlandaise, lorsqu'il rencontra le roi Naresuan du Siam au milieu du champ de bataille. Selon un récit, le roi Naresuan s'avança sur le dos d'un éléphant, lançant un défi à son adversaire parmi les Birmans. Que fait donc notre frère royal aîné, debout à l'ombre d'un arbre ? Viens donc, et affrontons-nous dans un duel d'éléphants pour l'honneur de nos royaumes. C'est le genre d'offre qu'on ne peut vraiment pas refuser. Qu'un duel d'éléphants ait été officiellement déclaré ou non, de nombreux récits confirment que les deux souverains se sont précipités l'un vers l'autre sur leurs éléphants, prêts à se battre jusqu'à la mort. Comme dans une joute médiévale sous stéroïdes, les deux se sont rués l'un sur l'autre. Le récit le plus populaire dit que Ming Mingyi a frappé le premier, touchant le casque de Naresuan, mais le coup a glissé sans effet. Ming Mingyi n'a pas eu cette chance. Avec sa faux de guerre, Naresuan l'a grièvement blessé, le touchant mortellement. Il a saigné jusqu'à s'effondrer sur son éléphant, un cadavre royal, une fin appropriée pour un héritage d'échec. Il n'y a aucun élément mythique dans notre prochain cas de combat singulier bizarre. Nous savons avec certitude que c'est 100% réel et 100% insensé. Numéro 2. Gaston de Defer contre René Ribière. Un jour, une bagarre entre deux hommes politiques français a vite tourné au bain de sang. Les combattants étaient Gaston Defer et René Ribière, connus pour leurs disputes explosives sur des questions politiques. Les choses ont dégénéré lorsque Gaston Defer a lancé « Tais-toi, idiot !» vers la fin d'une de leurs célèbres querelles, et là, c'en était trop. René Ribière, bien qu'il soit sur le point de se marier, a défié Gaston Defer en duel pour laver son honneur. L'arme choisie serait l'épée, la plus longue des armes d'escrime disponibles. Gaston Defer a promis de blesser René Ribière pour gâcher sa nuit de noces. Leurs collègues politiques ne les ont pas empêchés d'adopter cette approche conflictuelle pour régler leurs différends. En fait, un autre homme politique, Jean de Lipkowski, a officié lors du duel. Heureusement, le duel entre les deux hommes n'était pas à mort, mais jusqu'à satisfaction. Les deux hommes moururent plus tard de vieillesse, tous deux passés les 70 ans. Vous vous demandez sans doute pourquoi ce duel est si épique et mémorable. La clé ici, c'est le timing. Cela s'est produit en 1967. C'est vrai, deux hommes politiques français se sont effectivement battus à l'épée à la fin des années 60, versant du sang alors que les Beatles sortaient des disques et que la guerre du Vietnam faisait rage. Dites ce que vous voulez sur la France, mais il perpétue les traditions avec un certain sens du drame. Numéro 1. Dans une histoire vaste et complexe de duels brutaux en tête-à-tête, peu de personnes étaient aussi redoutables que le 7e président des États-Unis, Andrew Jackson. Certains récits disent qu'il aurait participé à près d'une centaine de duels, souvent violents et insensés. En fait, il n'a pris part qu'à quelques duels officiels, mais il était toujours prêt à se battre, à main nue ou armé, pour presque tout. En 1806, il a attaqué l'avocat de Virginie Thomas Swan et l'a passé à tabac, violemment. Quelques mois plus tard, il a affronté Charles Dickinson, un tireur redouté pour son habileté au pistolet lors d'un duel. Dickinson a tiré le premier, mais Jackson a survécu et l'a tué d'une balle peu après. Il vivrait avec la balle de Dickinson encore dans son corps pour le reste de sa vie, un souvenir de sa capacité incroyable à échapper à la mort, même dans les circonstances les plus improbables. Pourquoi a-t-il affronté Charles Dickinson dans ce duel mortel ? D'abord, ils se sont disputés à cause d'une dette non remboursée après un mauvais pari sur un cheval, mais Dickinson est allé trop loin en insultant la femme de Jackson, Rachel, qui lui était très chère. Jackson était connu pour son mauvais caractère et sa tendance à la violence dès qu'il se sentait insulté, ce que beaucoup découvrirent à leurs dépens. L'année suivante, il a poursuivi un autre spéculateur foncier dans les rues après une dispute, a sorti sa canne, qui contenait une épée dissimulée, et l'a poignardé avec.
de spéculateur a survécu et ils ont ensuite fait affaire ensemble. À l'époque, on ne pouvait en vouloir à quelqu'un de vous avoir poignardé dans la rue, ce n'était pas professionnel. Le biographe de Jackson affirmera plus tard que sa tendance à la violence l'a suivi toute sa vie. Né en partie de son héritage culturel, en partie de sa personnalité et en partie de son enfance dans les Waxhaws, les attentes de cette bonne société sudiste accentuaient cette tendance. Jackson a eu recours à la violence durant ces années pour établir sa réputation d'homme honorable. Et si c'est vrai, cette vidéo a indéniablement été pleine de gentlemen extrêmement honorables.